à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de... On va y aller rapidement parce qu'il y a plein de trucs à voir qui sont dans la continuité de ce dont on a déjà parlé dans plusieurs précédentes vidéos. On va commencer par deux exemples très flagrants de ce qu'aujourd'hui les médias sont en train de complètement déraper. Le premier, vous l'avez sans doute vu ou entendu, il s'agit de ce reportage qui a été effectué en Ukraine avec cette journaliste de France Télévisions, Louise Burgot, je crois, qui est une journaliste bien connue des services de la rédaction de France Télévisions, pour faire souvent d'ailleurs des opérations, pas des opérations, mais des reportages de terrain, très souvent d'ailleurs des reportages sur des conflits. Sauf que le reportage commence par, évidemment, le fait de montrer ces gamins ukrainiens, montre ce petit gamin avec, alors on précise, avec son gilet pare-balles factice et sa Kalachnikov en plastique, et qui sont au bord de la route, et qui font coucou aux militaires, aux camions militaires qui passent. Je vais y revenir un petit peu plus loin, mais il se trouve que dès le départ de cette vidéo, beaucoup d'internautes ont remarqué quelque chose sur le second plan. Le second plan, ce sont ces deux gamines qui, en effet, lorsqu'elles sont tournées vers la gauche, font coucou et, d'une parfaite synchronisation, font demi-tour et tout d'un coup, je vous laisse constater par vous-même. Je vous mets cet extrait, vous remarquerez et étudierez et analyserez par vous-même que, en effet, on voit bien que ces deux gamines tendent le bras et que leurs bras n'ont aucun mouvement. Alors, pour bien faire la démonstration avant d'attaquer ce sujet, quand on lève le bras comme ça, et que le bras ne bouge pas, c'est-à-dire que vous n'avez pas la main qui bouge, vous n'avez pas la main qui bouge comme ça, ou le bras qui fait comme ça. Là, clairement, on est d'accord, ça ressemble bien à un salut nazi. Alors évidemment, quand sur Internet, des gens commencent à dire « Oh, regardez, France Télévisions n'a pas fait gaffe, deux gamines qui font un salut nazi ». Vous avez même une personne qui... sur Twitter, a répondu en disant que non, c'est faux, il ne faut pas un salut nazi, etc. Et la preuve que c'est pas un salut nazi, c'est que j'étais sur place. J'ai quand même signalé que si c'est, alors je dis bien peut-être le caméraman de ce reportage qui essaie de sauver les meubles. Sauf qu'évidemment, force est de constater que on voit bien que les deux gamines font un salut nazi. Ou alors elles ont fait un salut un peu bizarre, c'est-à-dire que j'ai jamais vu quelqu'un faire coucou à quelqu'un sans remuer au moins la main ou le bras. Ce qui est assez amusant, c'est que tout de suite vous avez des gens qui évidemment réagissent en disant non, c'est faux. Arrêtez vos fantasmes, arrêtez ceci et cela. Si jamais vous ignorez un petit peu le problème qu'il y a en Ukraine avec ce qu'on appelle les ukronazis, je vous laisse le lien en description de cette vidéo qui résume plus ou moins bien un historique et explique plus ou moins bien et vulgarise bien le problème que l'on soulève avec l'influence, avec la présence d'une idéologie néo-nazie. Néo-nazie, on l'appelle néo-nazie, mais on l'appellerait plutôt ukronazie, dans ce sens où elle emprunte un certain nombre de codes dans la forme, mais n'ont pas grand-chose à voir avec le fond du nazisme allemand. Ça n'emprunte qu'en réalité qu'une façon de pratiquer un certain nationalisme, un nationalisme extrême, un nationalisme radical, à l'encontre de la Russie. Alimenté, etc. Donc, allez voir cette vidéo si vous n'êtes pas trop au courant et au fait de l'historique de la chose. Sauf que
Quand j'ai regardé ce reportage en entier, force est de constater que, à un moment donné, on ne peut pas s'empêcher de penser que ce reportage ressemble trait pour trait à un reportage de propagande qu'on aurait pu très bien voir du côté russe et dont nous aurions été les premiers à dénoncer comme étant un reportage de propagande. Qui plus est, comment est-ce qu'on peut instrumentaliser des enfants, même avec des tenues militaires factices, pour promouvoir une sorte de patriotisme, mais c'est un patriotisme plutôt malsain. Quand on pousse un gamin à dire que si j'étais plus grand, j'irais me battre pour ma patrie, le problème c'est que tout au long du reportage, tous les intervenants, on sent que tout est orchestré. Orchestré pourquoi ? Eh bien, c'est ce que j'ai répondu à une personne qui apparemment avait cette naïveté de croire que les journalistes qui sont en Ukraine ont une totale liberté de faire ce qu'ils veulent. Non. Tous les journalistes qui sont accrédités à faire des reportages en Ukraine, plus particulièrement, en l'occurrence, Lise Bourgoin, je ne sais plus son nom, pour France Télévisions, comme d'autres chaînes officielles, ils ont des accréditations pour pouvoir œuvrer sur le territoire ukrainien. Des autorisations fournies par l'autorité de Kiev. Mais, qu'on soit bien clair, ces journalistes qui œuvrent pour des chaînes mainstream, on ne les envoie pas comme ça sur des terrains sans précaution. Les précautions, c'est évidemment les assurances. Les assurances de France Télévisions, de TF1, de LCI, de BFM, lorsqu'ils envoient des journalistes dans des zones à risque, ne peuvent pas les envoyer s'ils ne sont pas couverts par des assurances. Or, les assurances ne couvrent pas les journalistes sans certaines conditions. Et ces conditions, eh bien, c'est de respecter un certain nombre de règles. Et parmi ces règles, c'est l'interdiction formelle d'être seul. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, aucune assurance n'assure une rédaction d'une chaîne de télévision si le journaliste est envoyé dans la nature, sur une zone de conflit, sur une zone de risque. Car s'il lui arrive quelque chose, eh bien dans ce cas-là, l'assurance ne fera aucune indemnisation. Donc, les rédactions sont obligées de suivre des protocoles, de suivre des règles. Et parmi ces règles, c'est d'avoir évidemment des autorisations, et qui plus est, pour les assurances, pas seulement de la chaîne, mais aussi sur l'ensemble de la chaîne d'information, dans la chaîne du processus d'envoyer un journaliste sur un terrain à risque. Vous avez également d'autres assurances, vous avez même l'autorité de Kiev, qui elle aussi ne peut pas accepter de recevoir des journalistes sur son territoire sans avoir l'obligation d'en assurer la protection, la sécurité. Et de ce fait, ces journalistes qui vous font ces reportages en Ukraine sont accompagnés. Mais ils sont accompagnés de ce qu'on appelle plus communément des guides, des conseillers. Mais en ce qui concerne l'Ukraine, c'est exactement comme ce qui concerne la Corée du Nord, ou la Chine, ou même la Russie. C'est que ce sont des conseillers qui ont pour ordre de préparer, organiser les déplacements, les reportages de ces presses occidentales. Et donc ce reportage, quand on le regarde, il est exactement à l'image de ce que l'on, justement, attend, de ce que l'on veut voir, de ce que l'on veut montrer par l'intermédiaire de médias occidentaux. Donc, dans ce reportage, en réalité, tout est organisé. Organisé pour permettre aux journalistes, aux caméramans de filmer des éléments qui ne sont pas souvent des reflets de la réalité de terrain, mais plutôt le miroir d'une propagande, le miroir de ce que l'on veut donner au public. Et qui plus est, dans ce reportage, eh bien, on instrumentalise des enfants pour
essayer de titiller l'hypersensibilité de l'Occident en disant regardez ces pauvres enfants, ils vivent dans l'insécurité, ils vivent dans la peur de recevoir une bombe ou une roquette russe. Sauf que malheureusement, eh bien, il semblerait que nous ayons affaire aussi à une autorité qui aime bien aussi affirmer certaines valeurs, certains principes, et qui n'hésite pas à se montrer officiellement. Tout comme cette manifestation qui a eu lieu à Paris pour soutenir le régime de Kiev, et parmi eux, il y avait un certain nombre d'individus qui arboraient les couleurs, le logo du bataillon Azov. Et bien même sur cette photo, vous avez des gens qui vous disent oui, mais c'est pas un qui fait la généralité. Bien sûr, mais j'ai envie de dire, ceux qui rétorquent en disant c'est pas parce que vous avez un individu qui arbore le logo du bataillon Azov que forcément tous les manifestants sont des nationalistes, des néo-nazis, des ukro-nazis. En effet, vous avez parfaitement raison. Mais alors dans ce cas-là, pouvez-vous m'expliquer pourquoi ce que vous êtes en train d'appliquer sur ce événement, vous ne le faites pas d'une manière globale sur tout ce qui se passe en France, et d'éviter les amalgames quand dans une manifestation de Gilets jaunes, vous avez quelques individus qui ont des propos racistes ou des propos antisémites. Parce que là, souvenons-nous, on a très rapidement voulu faire de la généralité. Et il semblerait que parfois certaines personnes, lorsqu'on les met devant cette vérité, le fait que l'action ou l'opinion d'un ne représente pas un tout, mais que, inversement, suivant le contexte et la situation, on a fâcheuse tendance à considérer l'opinion d'un comme étant représentative d'un tout, parce que ça arrange. Ça arrange le narratif, ça arrange l'idéologie. Sauf que le problème, ce que vous faites pour les uns, mais que vous n'appliquez pas aux autres, décrédibilise complètement votre opinion, votre façon de penser, voire même votre démonstration à essayer de sauver les meubles d'une situation. Un autre exemple, LCI. LCI qui a fait un débunkage en montrant, regardez, les Russes ont fait un reportage sur l'Europe, les problèmes énergétiques, etc. Et on prend un extrait d'un journal télévisé, d'une chaîne russe, qui montre des images d'une manifestation de Français à Paris. Et sur le plateau, le journaliste qui dit « Alors évidemment, nous avons vérifié, hein, il n'y a pas eu de manifestation ce week-end à Paris, donc vous voyez la preuve que la Russie fait de la propagande. » Ouais, regardez d'ailleurs comment les Russes utilisent ces divisions pour les monter en épingle. Donc on l'a vu ici en Europe, mais aussi chez eux en Russie. Si on en croit le sujet que vous allez voir maintenant, on est très divisé en Europe, ça d'accord, mais aussi en France. Et vous allez peut-être un petit peu surpris, regardez. L'Europe se casse la tête pour trouver comment ne pas mourir de froid cet hiver. Alors que les prix de l'énergie donnent déjà le tournis, le sentiment d'impuissance et de choc face à la situation se traduit par des manifestations. De plus en plus de gens réalisent que cette crise aurait pu être évitée sans les sanctions contre la Russie et que quelqu'un doit répondre de leurs conséquences. Paris gronde. Samedi, des centaines de manifestants sont descendus dans les rues de la capitale française. Les participants à l'action Résistance protestaient contre la politique des autorités qui, selon eux, n'aident en rien la population à supporter les conséquences de la crise économique. Dans leur bouche, un seul slogan, Macron démission. Macron, et voilà, il n'y a pas eu de manifestation ce week-end, hein, ça n'est pas du tout vrai. Magali Barthès, on est en plein ici dans la propagande russe auprès du peuple russe. Oui, pour leur faire croire qu'en effet, l'Europe se divise selon les calculs de Vladimir Poutine. Donc c'est vrai qu'on voit bien la façon dont ils ont de détourner des images, y mettre leurs propres sous-titres pour en effet marteler que tout se passe comme prévu. En fait, c'est encore ce qu'on dit sur la télé officielle. Ce qui me frappe, c'est quand même ce qui s'est passé ce week-end, parce qu'on voit quand même
qu'en Europe, alors évidemment, ça n'a rien à voir avec les montages bidons de la télé russe, mais il y a quand même, on sent quand même dans les opinions publiques que ça se craquelle un petit peu. Et d'un mot, je voudrais revenir sur l'émission d'hier, parce que nous avons commis une erreur hier. Nous avons montré les images d'une manifestation en France en disant que c'était des images d'archives présentées par la télévision russe. Ce n'était pas le cas. Ce n'était pas des images d'archives, c'était bien des images du week-end, une manifestation qui a bien eu lieu à l'appel de Florian Philippot et son mouvement Les Patriotes. Je vous prie de bien vouloir nous excuser, évidemment, et je vous garantis désormais une vigilance renforcée. Allez, tout de suite. Donc ils ont bien été obligés d'admettre qu'ils avaient commis une erreur. Mais alors le problème, c'est qu'ils admettent, donc ils présentent des excuses, mais ils font cela, je dirais, en fin d'un débat ou en fin d'un sujet. Oui, alors, juste comme ça, hein, vite fait, on s'excuse d'avoir dit une connerie, on s'excuse d'avoir dit de la merde. Allez, tout de suite, on passe à la suite. Et ce qui est très amusant sur ces deux exemples que je viens de vous donner, c'est bien la démonstration que ce qu'il y a quelques années, lorsqu'on disait que on allait certainement à un moment donné commencer à voir l'impensable, l'inimaginable. Eh bien, mes chers amis, force est de constater que nous sommes en train d'assister à ce que certains nous accusaient d'être des complotistes, d'être des fous, d'être des malades. Force est de constater qu'aujourd'hui, c'est ce qui est en train de se passer. Et c'est ce qui est en train de se passer à tous les niveaux. C'est-à-dire, d'un côté, on essaie de vous faire peur. On vous fait peur avec des pénuries, avec des coupures d'électricité, etc. Et derrière, vous entendez des discours, évidemment des gens qui vous disent, oui, enfin, ils cherchent à faire peur aux gens, etc. Oui, ça fait partie du plan. Mais cet hiver, lorsque vous vous retrouverez avec l'électricité coupée, parce qu'on l'entend bien, hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué le narratif que vous entendez actuellement, que ce soit Macron, que ce soit Borne, que ce soit certaines personnalités, que ce soit sur les plateaux télé. On le sent bien. Mais j'ai même envie de dire ce que l'on ressent le plus avec cette affaire. Hein. Vous l'avez entendu certainement de cet entraîneur du PSG qui a fait une boutade, que moi personnellement je trouve très amusante, qui essaie de détendre un petit peu le trop de sérieux, je dirais même la très religieuse considération vis-à-vis de l'écologie. Le fait que face à la question du tweet du président de SNCF qui dit pourquoi vous avez pris l'avion, pourquoi vous n'avez pas pris le train, etc. Et que ce fameux entraîneur a dit écoutez, la prochaine fois on a bien discuté avec le comité, la prochaine fois on va prendre des chars à voile. C'était de l'humour. Et tout d'un coup, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu tout d'un coup un certain nombre de gens commencer à lui taper du bois sur la tête parce qu'il a osé plaisanter avec le sujet grave du climat, de l'écologie. Heureusement, sur certaines chaînes de télé, il y a quand même des gens qui ont dit attendez, non, mais là on est en train de marcher sur la tête. Alors, marcher sur la tête, pourquoi? Tout simplement parce que là, cet exemple de cet entraîneur du PSG nous a fait la démonstration qu'aujourd'hui nous sommes confrontés à des hypersensibles qui n'ont plus aucun recul, qui ne savent plus prendre les choses au second degré. Revenons sur une autre intervention. Ségolène Royal. Oh mon Dieu, Ségolène Royal a fait du déni. Elle s'est excusée. Elle s'est excusée d'avoir ce propos parce que il semblerait que dans son entourage, on l'a incitée à faire des excuses parce qu'elle a osé remettre en question une doctrine sur la crédibilité du régime de Kiev. Là encore, je vous ai mis en début de vidéo d'aller voir cette vidéo qui résume un peu la situation pour comprendre que, en effet, on a le droit de douter. Ça ne remet pas en question le fait que la Russie a attaqué l'Ukraine et qu'en effet,
ce n'est pas bien, c'est condamnable. Mais que, en situation de guerre, il n'y a jamais, ô combien jamais, un camp qui a la vertu et l'autre qui est symboliquement le démon. Parce que dans une guerre, les uns et les autres sont forcément coupables d'exaction, sont forcément coupables d'approximation, sont forcément coupables de corruption. Mais le fait qu'une personnalité politique dise « je doute, je suspecte que les propos tenus par le régime de Kiev sur un systématisme à mettre toujours tout sur le dos de la Russie ». Et là, elle a fait encore une intervention récemment où elle le dit, elle dit « il faut trouver des solutions pour la paix ». Je ne suis pas socialiste et je ne suis pas particulièrement fan de Ségolène Royal, mais force est de constater que là, elle met le doigt sur quelque chose qui est très important. C'est une prise de conscience. Une prise de conscience que dans la situation actuelle, on ne retrouvera jamais l'Ukraine d'avant. Et qu'il faut absolument trouver des solutions, parce qu'en effet, toutes les sanctions que nous prenons, dont d'ailleurs certains continuent à défendre l'intérêt, en disant mais pour l'instant ça ne marche pas, mais ça va marcher, vous verrez. Sauf que le problème c'est qu'entre-temps vous sacrifiez l'intérêt des peuples occidentaux, et plus particulièrement européens. Parce que je peux vous dire que nous ici, aux États-Unis, en effet, par l'inflation, pour le reste, on a tout ce qu'il faut. Il n'y a pas de risque de coupure électrique. Il n'y a pas de risque qu'on se fasse couper notre chauffage, parce qu'on met le chauffage à 21 degrés. D'ailleurs, je vais y revenir, mais il y a de quoi s'inquiéter sur certains points. Et donc, ce que dit Ségolène Royal, c'est de dire qu'aujourd'hui, il va falloir, à un moment donné, faire le deuil de notre fierté, de notre orgueil. À croire que nous avons la vertu de posséder les seules vérités à appliquer au monde et que nous devons nous battre contre ceux qui sont pour le monde multipolaire, inversement à notre volonté de construction du monde. Pas unipolaire, j'ai dit unipolaire, non, c'est multipolaire, contre, en réalité, notre volonté de construire un monde unipolaire. Donc, la petite Ségolène, elle s'est excusée, certes, mais elle enfonce le clou. Le clou sur le fait que, si vous voulez vous sacrifier pour l'Ukraine, eh bien, il y a un moment donné, il va falloir payer la facture. Et que la facture, qui va la payer? Ça ne sera pas le riche, ça ne sera pas le notable de votre commune, ça sera vous. Vous allez la payer au prix fort. Alors on parle de pénurie. Il n'y a pas de pénurie de produits, il n'y a pas de pénurie de matières premières. Il y a une pénurie parce que on entrave les processus de transport, de transformation, parce que toutes les entreprises qui ont les monopoles sur les transports et la transformation, dans l'état actuel de la situation, ne tirent pas les marges qu'ils ont besoin de tirer. Et que la seule façon pour eux de tirer les marges qu'ils ont besoin de tirer pour pouvoir servir leurs actionnaires en fin d'année avec de belles dividendes, eh bien, c'est tout simplement de jouer avec une raréfaction qui n'existe pas, de jouer avec une pénurie qui n'existe pas, pour augmenter les prix des produits. Et on a même vu, tout d'un coup, on a découvert, les chaînes de télévision vous ont parlé de ces produits dont les quantités, dont les contenants se réduisent. Sauf que ce qu'ils sont en train de vous expliquer, ça existe depuis la crise de 2008. C'est-à-dire qu'à partir de 2009-2010, c'est là qu'on a commencé à voir des produits dont les quantités, pour garder le prix, ont été réduites. C'est-à-dire que le petit paquet de biscuits lus
de petit beurre, par exemple. Bien avant, vous aviez un paquet de 200 grammes. Sauf que, pour faire de la marge, pour permettre d'augmenter le chiffre d'affaires, dans une situation économique en plein marasme, eh bien, il va falloir augmenter les prix. Sauf qu'on ne peut pas les augmenter, parce que si on les augmente, il va y avoir un moment donné où ça va donner des signes d'inflation. Donc si le paquet est à 2,50 €, on ne va pas le passer à 2,70 € ou 80. On va le passer à 2,60 €. Mais en revanche, on va gagner sur les quantités. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un paquet de petits beurres lus à 200 grammes, vous allez avoir un paquet de petits beurres lus à 180 grammes. Sauf que ce processus, depuis plus de 10 ans, s'est accéléré. Un des exemples les plus flagrants, c'est pour ceux qui ont connu McDonald's, qui ont mangé leur premier Big Mac dans les années 80. Je vous pose cette question. Est-ce que vous n'avez pas à un moment donné le souvenir de vous rappeler que le Big Mac que vous aviez mangé dans les années 80 était quand même plus gros que celui que vous avez aujourd'hui? Alors, si Madame Royal aujourd'hui nous dit qu'il va falloir trouver une issue pour la paix, cette issue pour la paix, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir négocier. C'est-à-dire qu'il va falloir accepter de mettre tout le monde autour de la table pour dire voilà. Il est vrai qu'aujourd'hui, Poutine, en attaquant l'Ukraine, a tout simplement ébranlé notre hyper-conviction d'être les gentils. Et il y a réussi. Sauf qu'aujourd'hui, nous payons les conséquences. Les conséquences de décisions qui en réalité sont totalement inefficaces. Je rappelle, la Russie a produit moins de produits, de matières premières énergétiques, mais en revanche, il a augmenté ses prix et il a gagné beaucoup plus d'argent. Le rouble ne s'est pas effondré. Le rouble, en effet, a chuté lors de l'attaque ukrainienne, mais s'est très rapidement redressé. Ce qui n'est pas le cas de l'euro. Alors certains, évidemment, disent oui, mais c'est normal, ça va se stabiliser, ça va se tasser, ça va revenir à la normale, c'est programmé. Oui, bien sûr, c'est programmé. Vous pouvez me rappeler depuis combien de temps que l'euro est en parité à 1 $, voire même des fois en dessous? Trouvez-moi, depuis la mise en place de l'euro, une période où on a connu le même scénario. Pourtant, il y a eu des situations, souvenez-vous, il y a eu la guerre en Irak, il y a eu l'Afghanistan, il y a eu la Syrie, où les implications géopolitiques auraient pu en effet influencer les régimes, les fonctionnements des monnaies, du panier monétaire international. Bien, vous ne verrez jamais une période où l'euro est en parité, voire en dessous du dollar, sur au moins, minimum, 2 semaines. C'est un signe. Mais attention, c'est un signe qu'il ne faut surtout pas que les gens, qu'il ne faut surtout pas que l'opinion prenne conscience. Que forcément, ça va avoir des impacts. Parce qu'attention, la monnaie, surtout quand c'est une monnaie telle que l'euro, ces variations ont systématiquement des effets dominos sur votre quotidien. Alors c'est arrivé par le passé qu'il y a eu des conséquences, mais des conséquences marginales, infimes. Sauf que là, nous sommes quand même dans une situation qui n'est pas anodine. Et de fait, lorsque Ségolène Royal vous alerte qu'il va falloir rapidement trouver un consensus pour aller vers la paix, ça veut dire qu'il va falloir accepter de sacrifier l'Ukraine pour permettre aux économies occidentales d'affronter la crise économique à laquelle nous sommes en train de rentrer. Sauf que nos dirigeants semblent
faire la sourde oreille et font tout le contraire. C'est-à-dire que pour affronter la crise économique, affronter une crise systémique, eh bien, je suis malheureusement obligé de vous dire qu'ils sont en train de vous saborder. Ils vont vous saborder jusqu'au bout. Qu'est-ce qu'on vient d'entendre? On vient d'entendre que l'Union européenne est sur un projet de loi pour normaliser, à l'échelle des pays membres, la possibilité de donner un statut légitime, législatif, afin de censurer ou de bloquer des propos, des sites, des supports ou des plateformes militants pour du terrorisme. Sauf que le problème, c'est que très rapidement, dans l'enceinte du Parlement européen, il y a certains députés qui se sont dit, attendez, il y a un problème sur le texte. Qui définit ce qui est terroriste? Eh bien, on vous explique que on va créer une commission avec des membres qui statueront pour déterminer si tel ou tel sujet, tel ou tel propos, tel ou tel site, tel ou tel support, telle ou telle plateforme, tel ou tel individu a pu commettre le crime de tenir un propos ou d'émettre une idéologie, une opinion terroriste. C'est-à-dire qu'on ne cadre absolument pas la définition même du terrorisme. Ça veut dire que on pourra très bien saisir cette commission pour des propos terroristes liés à de l'islam radical, tout comme on pourra aussi déclarer une chaîne de télévision pour avoir fait une émission sur un sujet tabou dans lequel on dit des choses qui vont à l'encontre des valeurs. Quelles valeurs? Les valeurs de la démocratie. Donc ça veut dire que cette commission, si elle est saisie, pourra très bien censurer et bloquer des gens qui émettent de la critique, émettent du débat, émettent du doute sur le fonctionnement institutionnel et constitutionnel d'une démocratie. On tue le débat. Si je retrouve la source, je vous la mettrai en description pour que vous puissiez constater par vous-même. Qu'est-ce qu'on a entendu? On a entendu Borne, qui ne se rend même pas compte qu'elle a une syntaxe, qu'elle a un champ narratif qui pique quand même aux oreilles de ceux qui comprennent ce qu'elle sous-entend. Souvenez-vous, elle a dit que, à plusieurs reprises, sur des plateaux de radio, de plateaux de télé, que les insoumis ne devraient pas être présents à l'Assemblée nationale parce qu'ils refusent de travailler. Ils refusent de travailler. C'est une interprétation de dire que parce qu'ils font du débat, parce qu'ils ne sont pas d'accord, parce qu'ils s'opposent au gouvernement. Donc parce qu'ils s'opposent au gouvernement et parce qu'ils jouent leur rôle d'opposition, ils ne mériteraient pas, ou ils ne méritent pas d'être dans le débat démocratique de l'Assemblée nationale. Et là, on vient d'entendre encore Borne, utiliser une terminologie de telle manière à parler de restriction, de punition, même si le président Macron a dit qu'il va falloir changer les comportements, sans être obligé d'en venir à des procédés punitifs. On fait attention. Mais force est de constater que les mots sont là. Non seulement ils sont là, mais en plus de ça, ils ont un double sens. Je rappelle, l'Union européenne va certifier la mise en place d'une sorte de passe vert climatique, qui est tout simplement, évidemment, l'expression la plus symbolique du quota
carbone. Ce quota carbone que l'on vous mettra sur le dos, c'est-à-dire que si vous décidez d'aller, par exemple, prendre un avion pour aller voyager, je ne sais pas, en Égypte, en Grèce, eh bien, à un moment donné, on vous enverra un mail en disant « Désolé, vous ne pouvez pas acheter ce billet ». Pourquoi ? Parce que vous n'avez plus assez de points carbone sur votre passe. Vous avez trop consommé. Donc nous vous interdisons d'utiliser un avion pour aller à la destination que vous avez souhaité prendre pour vos vacances. Évidemment, c'est de la sémantique, hein. On ne vous interdit pas d'aller en Grèce, on ne vous interdit pas d'aller en Égypte, on ne vous interdit pas de voyager, mais de voyager avec les outils qui correspondront à ce que le crédit carbone que vous aurez vous permettra de pouvoir vous déplacer, d'être utilisé. On y vient. On y vient. Ils sont en train de vous préparer psychologiquement. Ils sont en train de vous préparer psychologiquement à différents niveaux. Par la culpabilisation, par la sensibilisation, par l'évidence. Voire sur les jeunes générations, pratiquer le ludique, le gadget, le truc sympa, le truc technologique, le progrès. Un progrès qui, évidemment, engagera aussi une certaine servitude, une certaine soumission, un certain asservissement, une certaine suppression ou mise sous cloche ou sous condition de vos libertés fondamentales. Entre le pass sanitaire, le pass vaccinal, souvenez-vous, on l'avait dit, regardez, c'est le prologue de ce qui s'annonce. La guerre en Ukraine. La guerre en Ukraine est responsable du fait que peut-être cet hiver on va vous couper l'électricité, le gaz. Ben oui, parce que vous comprenez, la mondialisation, l'ultralibéralisme, c'est génial. Sauf le jour où le partenaire qui vous permet d'acheter un produit, une maintenance, une manutention, un service, une matière première, la moins chère, la meilleure marché, qui vous permet, en tant qu'entreprise, de faire de la transformation au moindre coût, mais avec tout bénéfice. Ben, il y a un moment donné où le système, le marché est tellement goulu qu'il y a un moment donné où il fait une overdose. Et bien l'overdose, il l'a fait depuis plus de 10 ans, c'est-à-dire en 2008. Sauf qu'au lieu de diagnostiquer le problème, ben on l'a soigné en arrosant des entreprises systémiques. Alors aux États-Unis, on les a arrosés avec de l'argent public, mais avec condition de rembourser jusqu'au cent près. Ce qui n'a pas été le cas en France, puisqu'en France, on a même vendu une partie de l'or national pour dégager des fonds, pour aider ces entreprises systémiques, mais qui n'ont absolument rien remboursé et qui au contraire ont continué leur connerie. Continuer leur connerie tout en faisant de l'influence dans les institutions pour vous obliger à passer par elles. Vous êtes obligé d'avoir une banque, vous êtes obligé d'avoir un compte en banque. Vous serez encore plus obligé d'avoir un compte en banque lorsque on va commencer à faire disparaître l'accès à l'argent liquide. Sauf que finalement, vous n'êtes plus maître de votre argent, puisque même les banques aujourd'hui, si vous voulez retirer 5 000 €, vous ne pouvez pas le faire. Puisque la banque vous fera des pieds et des mains pour ne pas vous autoriser à prendre 5 000 € en espèces. Je dirais même qu'aujourd'hui, c'est quasiment impossible. Sauf évidemment si vous êtes un riche. Si vous avez des milliards ou des millions d'euros sur votre compte en banque, là oui, vous allez pouvoir accéder à de l'argent liquide, sans problème. Par contre, le petit smicard, ou le petit employé, ou la petite famille, le petit foyer à 4 000 ou 5 000 € net par mois, là non. Hors de question. Nous sommes maîtres de votre argent.
Et puis bientôt, on sera maître de votre argent, c'est-à-dire qu'on vous dira comment l'utiliser, comment le dépenser. Ah, j'ai envie d'acheter une robe. Ah oui, mais la robe, vous ne pouvez pas l'acheter. Parce que la robe a un quota carbone de 2 points. Or aujourd'hui, vous avez déjà dépensé vos 4 points journaliers, il ne vous reste plus que 1,55 points de carbone. Donc vous ne pouvez pas acheter cette robe qui a 2 points de carbone. Vous croyez que ce que je vous dis là, c'est de la science-fiction? Non, c'est ce qui est en train de se mettre en place. C'est l'asservissement des peuples. Alors l'asservissement des peuples, c'est aussi la destruction de l'État-nation, comme j'en ai déjà parlé. Ça fait partie du plan. Et comment détruire l'État-nation si ce n'est l'habiller de manteau de la démocratie, mais en réalité en faire des régimes totalitaires, autoritaires, technocratiques. Le chaos. Installer le chaos et tout le tralala, comme je vous ai déjà expliqué dans une précédente vidéo. Là, force est de constater que, vous voyez, la délinquance, l'insécurité, les conflits interethniques, le conflit civilisationnel qui pointe son nez et que seuls les érudits et les éclairés comprennent que ça va poser un gros problème tôt ou tard. D'autant plus que là, vous avez aujourd'hui, avec l'inflation, le problème économique, les restrictions, vous avez des manifestations un petit peu partout dans le monde. Alors, pour différentes raisons. Mais, il n'empêche que, c'est bouillonnant. Si là-dessus, vous rajoutez de l'injustice sociale, vous rajoutez de la criminalité, de la délinquance, vous rajoutez du pillage, vous rajoutez de la guerre civilisationnelle, voire religieuse, à votre avis, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que pour sauver la République, il va falloir sévir. Certes, on va attendre le pire du pire, on va attendre que des gens s'entretuent, on va attendre que les manifestations dégénèrent, détruisent des commerces, des maisons, tuent des gens, pour décréter, comme je vous l'ai dit, l'état d'urgence de péril national, de suspendre un certain nombre de vos libertés, qu'on vous dira, qu'on vous les restituera quand la situation sera rétablie, mais en réalité la situation ne sera jamais rétablie, puisque de toute façon on n'en aura pas les moyens, et il n'en aura pas non plus la volonté. Pourquoi se priver d'outils qui permettent d'avoir un ascendant sur le peuple et de le contrôler, de le surveiller, de le punir? C'est l'idéal. Vous avez vu ce qui se passe en Chine. En Chine, vous avez des relents de Covid. Eux, ils ne s'emmerdent pas. S'il y a un cas Covid qui est détecté dans un supermarché, paf, on boucle le supermarché. Et tout le monde se retrouve enfermé. Et le seul moyen de sortir, c'est de faire un test PCR pour savoir si vous êtes contaminé ou non. Et puis le premier qui bronche, arrêté, 1 semaine, 1 mois, 2 ans de prison. Ça dissuade. C'est un règne par la terreur. Eh bien, ils vont faire la même chose en Europe. Pour vous obliger à accepter leur mondialisme, leur globalisme, ils n'ont pas d'autre choix aujourd'hui que de vous asservir. Ils ne peuvent pas vous laisser la liberté de manifester, la liberté de réclamer, la liberté d'être en colère. Et c'est ce qu'elle a sous-entendu, Ségolène. Que si on continue dans cette voie-là, on risque de se retrouver dans une situation totalement incontrôlable. Mais comme de toute façon, elle a eu l'audace d'avoir un propos, l'audace d'exprimer une opinion, elle s'est ramassée toute la sphère hypersensible, écolo-bobo sur le dos. Donc forcément, ça va être compliqué pour elle de continuer à exister politiquement. Alors concernant les États-Unis, oui, le midterm évidemment, c'est la grosse frayeur en ce moment.
Mais comme de toute façon on focalise l'opinion sur les documents de Donald Trump trouvés à Mar-a-Lago, on entend tout et n'importe quoi, on essaye en effet de faire une fixette sur le fait qu'il est classifié, pas déclassifié, qu'il avait des documents top secrets qu'il n'aurait jamais dû avoir, etc. Donc en fait on cherche des petites bêtes pour absolument crédibiliser une procédure judiciaire contre Donald Trump. Il y a quand même ce détail assez important, c'est que dans les documents qui ont été trouvés, il y a 7 documents, je crois, classifiés, il y a 5 documents top secret, enfin, je ne sais plus exactement, mais il y a quand même un certain nombre de chemises de documents déclassifiés vides. On en a parlé, elles sont vides. Alors évidemment, on dit, mais oui, ils sont vides parce que, ça se trouve, les complices de Donald Trump ont peut-être appris que le FBI allait débarquer, ils ont pris les documents. Comme inversement, peut-être que les documents possédaient... ces porte-documents possédaient des documents fâcheux, compromettants. Le problème, c'est que les Américains, certains Américains sont quand même pas idiots, c'est qu'à un moment donné, ils se disent vous focalisez l'attention, vous focalisez l'opinion sur Trump et ses fameux dossiers. Par contre, le problème d'Hunter Biden, on n'entend pas parler. Et quand certains commencent à dire que la situation risque de se désagréger à l'échelle de l'Union, c'est-à-dire que des États vont de plus en plus, je ne sais pas si le terme est approprié, mais s'autonomiser comparativement à l'État fédéral. C'est vrai que le mi-terme va être déterminant. Le problème pourrait être déterminant si le processus était au moins 80% crédible. J'entends par là qu'il n'y ait pas de fraude. Parce que malheureusement, si les sondages tentent à démontrer qu'il risque d'y avoir une perte de la part des démocrates du Sénat, et qui plus est peut-être voir une bonne majorité de nouveaux élus qui sont des républicains pro-Trump, ce qui serait alors là une catastrophe, parce que ça voudrait dire que tout ce qu'ils font actuellement ne sert à rien. On a eu l'exemple, ce week-end, les deux guignols, que sont Trump et Biden, ont été faire un meeting dans le Pennsylvanie. Et évidemment, on n'a pas échappé au fait que, oui, regardez, le meeting de Donald Trump, la salle est à moitié pleine. Alors que vous avez des gens qui étaient au meeting de Trump et qui ont filmé, qui ont fait les 360, et on voyait que la salle était quand même bien remplie. Ce qui n'était pas le cas de Biden. De toute façon, les médias essayent désespérément de sauver les apparences, mais les apparences ne sauvent pas l'opinion. L'opinion d'un côté que s'il y a encore des fragiles du haut qui sont prêts à voter même pour Adolf Hitler pour ne pas voir Donald Trump revenir à la Maison-Blanche, ils n'en sont pas moins parmi eux aussi des gens qui se disent que la proposition politique qu'il y a aujourd'hui, elle est inexistante. Alors oui, il y a DeSantis pour les républicains, mais DeSantis, pareil, c'est un républicain plutôt proche des milieux religieux, ultra-conservateur, qui lui aussi n'hésite pas à dire parfois des approximations, voire des conneries. Et du côté des démocrates, si peut-être l'option Kamala Harris est toujours sur la table, il n'en est pas moins qu'ils aimeraient bien peut-être essayer aussi d'essayer de changer un petit peu le braquet. Sauf que malheureusement, ils n'ont personne. Pour l'instant, il n'y a pas de candidat qui pourrait éventuellement faire une sorte de renaissance idéologique chez les démocrates. D'autant plus que les phénomènes woke sont en train, eux aussi, de commencer à partir un petit peu à volo. Je ne parle même pas des BLM, puisque l'un des responsables BLM vient d'être mis en examen ou condamné, je crois, pour détournement de fonds.
BLM, alors BLM, on sauve les apparences, hein, on sauve l'image, on sauve de ce qu'a pu permettre BLM. Mais en réalité, sur le fond, BLM, c'est juste une marque. C'est un slogan. Ça s'arrête là. Parce que structurellement, tous les donateurs, généreux donateurs, dont je rappelle, parmi eux, il y a Open Society, se rendent compte que BLM, aujourd'hui, l'image est complètement tachée. Donc il n'y a plus de crédit. Alors on maintient l'organisation, parce qu'elle a une multitude de branches qui ont quand même localement leur intérêt pour défendre les intérêts des minorités, des diversités, etc. Parce que je rappelle que le mouvement BLM, s'il concerne les Afro-Américains et la lutte contre les violences policières, de l'injustice, du racisme, etc., l'organisation dans son ensemble, dans sa racine, a également d'autres ramifications concernant les LGBT, les transgenres, les handicapés, voire même les hispaniques et autres ethnies représentatives de la société américaine. L'image même de BLM aujourd'hui aux États-Unis est considérablement tachée justement par les comportements, non seulement de leurs fondatrices, qui d'ailleurs ont toutes quitté le mouvement avec de gros chèques, mais aussi de l'organisation et de la structure même administrative des BLM. Et évidemment, ça remet sur la table le problème des organisations qui essayent de défendre, de militer pour des droits de l'homme, pour lutter contre des injustices sociales, etc. Lorsque c'est des mouvements qui prennent de l'ampleur et qui plus est des mouvements qui sont financés par des philanthropes, tels que l'Open Society, forcément, il y a de la récupération idéologique, il y a de la récupération militantiste politique, et dont d'ailleurs les démocrates aujourd'hui s'éloignent un petit peu de ce mouvement, pourtant qui a contribué à leur permettre de valoriser un petit peu l'image du progressisme américain. Mais force est de constater qu'on est dans le flou. Donc on entend et on voit une multitude d'experts en France qui vous expliquent, et qui évidemment tapent systématiquement sur Trump. Vous en avez même qui sont des experts des États-Unis, dont un d'ailleurs qui était trop souvent sur les plateaux télé, qui vient de tomber pour une affaire de viol. Ils sont ils sont dans la surface en réalité. Mais ils sont dans la surface parce que pour eux, c'est le seul moyen d'exister, c'est le seul moyen d'avoir encore un nom dans l'univers littéraire, dans l'univers télévisuel. Et ils n'ont pas d'autre choix que de suivre le mouvement, que de suivre la tendance de jugement, la tendance de l'information de surface. Et surtout, ne pas alerter, ne pas intéresser, ne pas informer réellement l'opinion de la réalité par des détails, par des rouages, par des mécanismes qui permettent de comprendre que finalement les choses ne sont pas aussi simples. Mais ça, malheureusement, ça fait plusieurs fois que je vous l'ai dit, nous sommes dans une ère de généralisation, de simplification, d'abrutissement de masse, de telle manière à éviter justement que les gens comprennent, ou voire même ne se posent que les bonnes questions. Donc on verra bien un petit peu ce qui se passe aux États-Unis. Le mid-term, évidemment, sera décisif et donnera déjà une petite image si, je vous le dis, derrière, il n'y a pas toutes ces affaires de fraude électorale qui pourraient éventuellement ressurgir. Si certains sont intéressés par la question, je vous rappelle qu'en effet, il y a un certain nombre de procès dans certains États qui ont en effet révélé qu'il y a eu des fraudes, mais ces fraudes sont très marginales et qu'en réalité, ces fraudes n'ont pas réellement eu d'influence ou n'auraient pas changé finalement le résultat final. Et un petit point assez intéressant sur lequel je voudrais juste vous donner, aux États-Unis, vous avez un État du Sud qui est la Géorgie. Et la Géorgie a toujours été un État plutôt conservateur, mais qui, lors de la dernière élection, a été un petit peu la surprise, c'est-à-dire qu'il a basculé du côté progressiste. Et il a basculé du côté progressiste. Pourquoi ? Tout simplement parce que dans certains États du Sud, nous commençons à voir deux phénomènes. Le premier phénomène, c'est qu'évidemment, au vu de la situation économique et au vu
malheureusement de la société américaine très facturée. Vous avez de plus en plus de renfermement d'une population progressiste sur les grandes villes, et en revanche, les populations conservatrices, voire ultra-conservatrices, voire ultra-religieuses, elles vont plutôt tendance à retourner à la source, c'est-à-dire à retourner dans l'Amérique profonde. Ce qui fait que, malheureusement, ça déséquilibre un petit peu la démographie, et plus particulièrement la densité des populations en matière de certains États. C'est-à-dire que certains États aujourd'hui se retrouvent avec une population qui rejoint des grands centres urbains, parfois même extra de l'État. Je le rappelle, aux États-Unis, vous avez de plus en plus de migrations qui viennent d'États tels que la Californie, New York, Pennsylvanie, etc. parce que le coût de la vie est trop cher et que des familles ne s'en sortent plus avec les niveaux de salaire qui sont pratiqués par rapport au coût de la vie, par rapport aux taxes, etc. Et donc, qui se rabattent finalement sur des États où le coût de la vie est moins cher, voire même parfois des États où, qui ne pratiquent pas l'impôt sur le revenu. Et forcément, ce sont des gens qui viennent dans ces États pour y trouver une meilleure condition de vie, etc., mais qui n'en négligent pas de ne pas changer d'opinion politique. Et donc, ils viennent alimenter, je dirais, le réservoir de l'électorat progressiste dans certains États, dont la Géorgie aujourd'hui, qui est un État dont on verra un petit peu comment ça va se passer à l'échelle du mi-terme, même si je ne sais pas si la Géorgie est concernée par le renouvellement de son poste, je ne crois pas, je n'ai pas souvenir, mais peu importe. Donc vous voyez, c'est des phénomènes qui, de toute façon, aux États-Unis, ont parfois tendance peut-être à jouer en faveur d'un parti ou d'un autre sur la possession de certains États. Des États qui, de toute façon, ne changeront jamais de camp politique. Le jour où on verra un État comme New York ou la Californie basculer du côté républicain, ce fut arrivé. Je rappelle quand même que la Californie a quand même eu un gouverneur républicain dans les années 90 qui s'appelait Arnold Schwarzenegger. Et oui, il a été élu quand même sous l'étiquette républicaine. Donc, tout peut arriver. Surtout qu'en plus, quand vous avez une grande majorité de la population de la petite et de la moyenne, de la classe moyenne, qui sont assassinés par les taxes, etc. Mais comme je vous le dis, le problème, c'est que ceux qui se rendent compte qu'ils ne peuvent plus vivre décemment ou convenablement dans certains États, ils ont une fâcheuse tendance tout simplement à les quitter. Et enfin, très rapidement, évidemment, à suivre un petit peu cette actualité, nous avons vu que la Grande-Bretagne va s'équiper de sa nouvelle Premier ministre, la même qui, dans une émission de télé, a dit que s'il fallait user de l'arme nucléaire, ça ne lui posait aucun problème d'appuyer sur le bouton rouge. Nous avons une élection prochaine en Italie, et évidemment, il y a la candidate conservatrice qui, de par ses propos et qu'elle a tenu, il fut un temps, sur Mussolini, évidemment, est la cible aujourd'hui de cette peur de voir le fascisme revenir en Italie. Comme quoi, on est bien dans la culture de l'hypersensibilisation. L'Allemagne, je crois que les Allemands, là, ils ont bien profité de la période de bonne croissance, etc. Là, ils vont se prendre des claques. Ils vont se prendre des claques dans la figure. Il y a même des mouvements qui commencent aujourd'hui à réclamer d'arrêter les conneries avec les sanctions contre la Russie parce que ça ne fonctionne pas. Et d'ailleurs, sur les propos de dire que les sanctions russes ne fonctionnent pas, vous allez remarquer d'ici la semaine prochaine qu'on va de plus en plus faire en sorte de vous faire culpabiliser de penser cela. C'est-à-dire que, exactement comme avec Ségolène Royal, c'est-à-dire le fait de dire que les sanctions russes ne fonctionnent pas, c'est blasphème. Vous allez voir, tous les médias vont se mettre en branle pour vous expliquer que c'est pas vrai. Qu'en effet, vous allez en prendre plein la gueule, qu'en effet, on va vous demander des sacrifices, qu'en effet, c'est vous qui allez être sacrifié pour maintenir l'idée que les sanctions russes, ça ne fonctionne pas tout de suite, mais ça va fonctionner. Ça va fonctionner, ne vous inquiétez pas, ça va marcher, vous allez voir. On va réussir à la mettre à genoux, la Russie. J'espère pour vous, parce que si jamais la Russie n'est pas à genoux d'ici 6 mois, ou tout le moins d'ici l'hiver,
il va y avoir des problèmes. La Bulgarie. La Bulgarie qui vient de faire un bras d'honneur à l'Union européenne et qui a été frappée à la porte de Gazprom et qui est en train de renégocier en abandonnant la doctrine des sanctions contre la Russie. Nous avons la Grande-Bretagne, je vous l'ai dit dans une précédente vidéo, qui elle aussi commence à reconsidérer la position de la sanction contre la Russie. Et nous avons en France, est-ce que j'ai besoin de vous l'expliquer? Parce qu'en Espagne aussi, ça commence un petit peu à bouger. Alors certains disent oui, ça va bouger. Je rappelle quand même qu'on est le 7 septembre. Alors oui, il y a des manifestations qui sont organisées le 10 septembre. Le syndicat, CGT, mais c'est des manifestations cadrées. Force est de constater que pour l'instant, ça n'a pas l'air de bouger beaucoup. Ça n'a pas l'air de bouger beaucoup, tout simplement parce que les Français ont peur. Les Français ont peur à différents niveaux. Ils ont peur, évidemment, des conséquences de ce que la guerre en Ukraine peut apporter sur leur mode de vie. Ils ont peur, surtout, de leur propre réaction. C'est-à-dire, à force d'être enfermés dans un cocon idéologique, de bien-pensance, attention, faut pas que je pense ceci, faut pas que je pense cela, parce que c'est pas bien, etc. Il y a un moment donné où ils vont rentrer dans un conflit idéologique absolu. Est-ce que je dois me sacrifier pour préserver l'image, l'idéologie, la tendance? Ou est-ce qu'au contraire, il y a un moment donné où je vais finir par péter un plomb? Parce qu'il y a des Français qui vont péter les plombs. Je veux dire, l'agression de la vieille de 89 ans, 91 ans, je ne sais plus. Là, ça commence un petit peu à éveiller des constats de fait que peut-être que la France n'est plus du tout juridiquement et moralement équipée contre les sauvages. Parce que c'est de l'ensauvagement, c'est de la barbarie. Sauf qu'évidemment, vous avez les droits de l'homiste dans leurs petits salons de bels appartements et maisons du 16e qui, eux, ne sont pas vraiment en contact de ça. Donc, tout de suite, on estampille raciste, facho. Et c'est la même chose du côté de la gauche. La gauche qui, de toute façon, aujourd'hui est en telle perdition. Je ne parle même pas des insoumis qui, eux, de toute façon, agitent des chiffons rouges un peu partout, n'importe comment. Ils ne sont pas du tout cohérents. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Il n'y a pas une prise de conscience. La prise de conscience, elle est peut-être dans les foyers. C'est-à-dire que les gens commencent à penser, à réfléchir, à se dire, mais ils ne peuvent pas l'exprimer. Ils ne peuvent pas l'exprimer parce que, pour l'instant, même en collectivité, même en sociabilité, il y a des sujets aujourd'hui qu'on ne peut plus aborder, dont on ne peut plus discuter. Si ce n'est s'assurer que l'auditoire ou les personnes avec qui on va avoir les conversations partagent les mêmes idées que vous, partagent les mêmes constats que vous. Mais force est de constater qu'il y a des fois, sur certaines personnes, on a le malheur parfois de lâcher un propos, une opinion, tout d'un coup, c'est limite si on ne va pas vous dénoncer parce que vous avez tenu un propos raciste, antisémite, islamophobe. Alors que pas du tout. Vous n'avez fait que relater un état de fait. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et comme je vous l'ai déjà dit dans les précédentes vidéos, c'est fait exprès. Monter les gens les uns contre les autres pour arriver à un niveau de chaos absolu, et après, eux, ils arrivent, on dit, bon, c'est bon, là, les gens s'entretuent, etc. Insurrection. Hop, tout de suite, on met le couvercle de la loi de protection et de sauvegarde de la République, de la démocratie. Donc suppression de liberté, tout le tralala, voire dans certains secteurs, décréter des secteurs avec des lois martiales, des couvre-feux, etc. Ils y viendront, ils seront obligés d'y venir. Ils seront obligés. Ils n'auront pas le choix. Donc c'est pour ça que très souvent, maintenant, aujourd'hui, je dis quitter les grandes villes. Parce qu'évidemment, c'est tous les grands centres urbains où les problèmes vont se concentrer. Donc quitter les grandes villes. Allez plutôt dans les petites villes de province, petits villages, ou des villages dans des agglomérations,
pour ne pas s'éloigner trop de la civilisation, advienne que pourra. Donc, en effet, tout s'accumule, tout s'accélère. Et ce qui est très amusant, c'est de constater que sur les réseaux sociaux, vous avez des gens qui essaient de faire de la contrariété, de faire de l'argumentaire à deux balles, qui en réalité ne sont pas des argumentaires, mais des formules consacrées à adopter, à émettre contre des gens qui détiennent des propos qui dérangent, ou qui soulèvent parfois certaines vérités. On a même des trolls aussi. Celle-là, elle est pas mal, hein. Il y a quand même des gens, hein, des gens qui lui répondent, etc., mais qui ne se rendent pas compte qu'en fait, cette personne n'existe pas. C'est un troll. Voilà. Et il y en a pas mal comme ça. Il y en a pas mal qui utilisent en fait des syntaxes, qui utilisent des formules prédéfinies pour essayer de vous soutenir que leur opinion est la bonne, que vous avez de la merde entre les yeux, entre les oreilles. Enfin, vous êtes fasciste, etc. Mais en réalité, c'est eux qui ne sont pas crédibles, parce qu'ils sont incapables d'argumenter, incapables de développer un argument, incapables de faire de prouver qu'ils ont raison. Donc tout de suite, évidemment, ça vient avec des noms d'oiseaux, et puis comme je vous le dis, la formule consacrée, c'est de vous accuser de fachos, d'extrême droite, de zémouriens, de pro-Poutine, etc. Alors que ces gens-là, en fait, jugent parfois sans même savoir à qui ils ont affaire. Hein, c'est ces mêmes gens qui vont vous apprendre la vie, alors que c'est plutôt vous qui avez les moyens, les capacités, l'expérience, les compétences pour leur apprendre à vivre. C'est malheureux à dire, mais c'est la réalité. Et quand une société est gangrénée à ce point de ce genre d'individus, ben en général, ça finit jamais très bien. Ça finit toujours mal. Alors, vaut mieux que ça finisse mal en disant que ces gens-là se prennent une baffe et des coups de pied au cul pour remettre un peu les idées en place. Malheureusement, je crains fort que ça ne suffira pas pour un certain nombre de cas. Un des cas d'ailleurs qui est le plus flagrant, qui est BHL qui nous a fait quelques petites perles récemment dans le genre quatrième dimension. Je me pose la question comment un mec comme BHL, personne lui a dit de changer son logiciel à un moment donné. C'est démentiel. C'est démentiel. Voilà pour cette petite vidéo. Il y a peut-être 2-3 sujets que je voulais aborder, que j'ai oublié, mais déjà cette vidéo est déjà suffisamment longue. J'ai donné un petit peu des éléments récents d'actualité qui ont remué un petit peu le web. On reviendra sur d'autres thèmes, sur d'autres sujets dans une autre vidéo. D'ici là, que puis-je vous souhaiter d'autre de bien vous porter.